Vous avez parlé du brouillard de la guerre. On pourrait parler aujourd'hui du brouillard de la trêve. Il paraît difficile à ce stade d'anticiper les issues possibles de la confrontation. On a pu lire ce vendredi un papier très intéressant dans les colonnes du Figaro, c'était à la une du Figaro d'ailleurs. La guerre d'Iran fragilise la présidence de Donald Trump. Philippe de Villiers, quel est votre sentiment sur ces 2 mois de guerre et quelles leçons peut-on en tirer pour l'avenir du monde? Je crois que nous assistons à la fin du mythe de la puissance américaine. Le mythe de l'hyperpuissance militaire et stratégique. D'abord parce que chacun peut voir que les objectifs de guerre dont nous avions parlé, qui étaient ceux de l'Amérique, n'ont pas été atteints. Le régime change, changement de régime, on l'attend toujours. On est passé de l'islamo-militaro au militaro-islamo, c'est une question de nuance. C'est toujours la République des mollahs et des gardiens de la Révolution. Ensuite, la révolte populaire, elle n'a pas eu lieu. Et enfin, l'anéantissement du nucléaire. On joue à Colin-Maillard pour chercher les 450 kilos qui se promènent entre les montagnes et les souterrains, et on ne les a pas trouvés, apparemment, puisqu'on les cherche encore. Voilà pour les objectifs de guerre. Ensuite, plus grave, le Kriegspiel d'une guerre courte a échoué. Et on peut même dire que puisque l'Iran n'est pas vaincu, l'Iran est un peu vainqueur. Puisque l'Amérique n'a pas vaincu, l'Amérique est un peu vaincue. Donc ce n'est pas du tout ce qui était prévu, avec près de 2 mois de guerre. Ensuite et surtout, nous sommes devant une guerre asymétrique, on l'a dit, redit, mais je voudrais ajouter une pièce au puzzle. C'est que dans cette guerre asymétrique, on a vu apparaître les Khorram et Khorram-Char, les fameux missiles qu'on n'attendait pas, bricolés par les ingénieurs, les 130 000 ingénieurs iraniens, qui font mal aux missiles patriotes, qui sont de moins en moins nombreux pour les intercepter. Ensuite, il y a les fameux drones Shahed, mais il y a une troisième arme à laquelle personne n'avait pensé, c'est le détroit d'Ormuz. Et cette arme, c'est une bombe atomique. Pourquoi je dis c'est une bombe atomique? Pourquoi cette métaphore? Parce qu'en fait, quand vous avez la bombe atomique, vous tenez le monde en respect. Or, l'Iran tient le monde en respect, puisque l'Iran a dans sa main l'hypothèse d'une désintégration de l'économie mondiale. Et on voit bien en ce moment les conséquences, non seulement pour le carburant, mais aussi pour le kérosène, les engrais, l'hélium, etc., etc. Et donc, nous sommes dans une situation où l'Amérique ne sait plus quelle pièce y coudre devant cette guerre asymétrique. Mais j'ajoute l'essentiel. Non seulement l'Amérique a perdu ses alliés européens, j'allais dire ses vassaux. C'est la première fois que les vassaux ne se comportent pas comme des vassaux. Avec une Allemagne dont on va découvrir bientôt qu'elle est en train de réarmer avec une seule idée en tête, c'est de se venger de Stalingrad et de se retourner contre la Russie. Vous allez voir que l'Allemagne va être un vrai problème dans les années qui viennent. Il faudra qu'on en reparle. La fameuse Europe allemande. Et enfin, surtout, il y a le condominium Russie-Chine qui applique le mot de Talleyrand. Quand l'ennemi est dans l'erreur, il ne faut surtout pas l'interrompre. Talleyrand, repris par Napoléon. Et donc là, en fait, la Russie profite de la situation pour le pétrole, tranquillité ukrainienne. Les regards sont ailleurs.
Quant à la Chine, quand vous faites les comptes, la Chine, elle est l'interlocuteur de tous les pays du Golfe. Elle parle avec l'Iran, évidemment, dont elle est l'alliée, mais elle parle aussi avec Abu Dhabi, elle parle avec le Koweït, elle parle avec l'Arabie Saoudite, elle parle même avec Israël. La Chine parle avec tout le monde. Deuxièmement, elle déploie les routes de la soie pour acheminer les marchandises et les matières premières. La puissance de demain, c'est contrôler les flux. Elle fait tout pour contrôler les flux. Ensuite, elle contrôle les datas. C'est elle qui a installé la 5G en Arabie Saoudite. Et enfin, et surtout, elle fait payer le pétrole en monnaie chinoise et elle attire à elle tout le Moyen-Orient dans le sud global, dans les BRICS et dans la fameuse confédération de Shanghai. Et donc, en d'autres termes, la Chine est en train d'émerger comme une puissance concurrente de la zone dollar. Elle prépare la dédollarisation du monde par le sud global. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, il est évident que le président Trump, aujourd'hui, est devant deux échéances immédiates. La première, c'est au bout de 2 mois, il faut l'accord du Congrès pour continuer la guerre. Donc, c'est dans quelques jours. Que va faire le Congrès? Et deuxièmement, il a un rendez-vous avec le président chinois à Pékin à la mi-mai. Et donc, il est pressé. C'est pour ça qu'il explique qu'il n'est pas pressé. Mais il est pressé d'en finir avec une négociation, un semblant de négociation, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Mais les historiens, dans 50 ans, retiendront le turning point, pour parler comme vous, et le point de retournement. Un bon accent. Oui, le point de retournement. Je pense que la toute-puissance américaine, l'hyperpuissance de la République impériale, pour parler comme Raymond Aron, c'est fini. L'économie mondiale, Philippe de Villiers, fait justement face à un choc, et vous en avez parlé, conjoncturel, suite à la fermeture du détroit d'Ormuz. Les prix des hydrocarbures s'envolent, les Français se plaignent de ce qu'on pourrait appeler un véritable nœud coulon sur le pouvoir d'achat. CNews, d'ailleurs, hier, a proposé un documentaire inédit sur ces Français qui travaillent mais ne parviennent pas à joindre les deux bouts, Philippe de Villiers. Marine, par exemple, et on va le découvrir ensemble, travaille dans un bar à salade en Alsace. Elle est maman de 2 enfants. Elle gagne moins de 900 € par mois et elle ne peut plus faire le plein. Illustration de cette France qui est à l'euro près. Anaïs, c'est encore des couverts à laver. Faut que je me dépêche parce que l'heure, elle tourne. Il est 14h30. Marine termine sa journée de travail. Avant de récupérer ses enfants à la garderie, elle fait les courses avec son nouveau compagnon. Et j'achète pas beaucoup de trucs. Calculatrice en main, Ok. chaque euro compte. Donc là, faut pas que je dépasse 20 € en général. Donc là, je suis à 20,86. Elle traque les prix et renonce à de nombreux plaisirs pour faire passer ses enfants avant tout. À mes enfants, je fais des repas. Et moi, le soir, je prends juste des trucs pas trop chers, genre pain de mie, jambon, tu vois. Le moment qu'on adore, on va à la caisse. Non, mais aujourd'hui, c'était une journée angoissante. Je suis allée à la station et à la caisse. Donc là, 20 €, oui, je les dépasse un petit peu. 1,57 € en plus. Mais bon, écoute, c'est comme ça que je te dise. Merci, mon patron. À bientôt. Au revoir. Et quelques heures plus tôt, elle était allée à la station essence et elle voulait faire, non pas un plein, mais mettre 20 € d'essence. Et sa carte bleue a été refusée. Geoffroy Lejeune. Philippe, face à ces situations qui se multiplient pour de nombreux Français, comment jugez-vous la réponse du gouvernement et est-ce qu'elle vous paraît à la hauteur des enjeux? La réponse du gouvernement, elle me rappelle un mot que vous connaissez bien, qui est magnifique. Le mot de Gorbatchev avant de mourir. La France est le seul pays communiste qui a réussi. Et je vais essayer de vous le démontrer en quelques instants, en quelques phrases. Hélas,
j'ai vu ce reportage hier soir sur CNews qui était splendide, remarquable, très émouvant, terrifiant. Aujourd'hui, la France est structurellement appauvrie. Dimanche soir, j'ai regardé votre émission, remarquable comme d'habitude. Vous aviez Marc Touati, le brillant économiste. Et il a dit ceci, qui résume tout. Emmanuel Macron a ajouté 1300 milliards à la dette publique. Pendant ce temps-là, on a fait 800 milliards de PIB. Vous faites la différence, 500 milliards. Tout est dit. Et pendant ce temps-là, on a une charge de la dette, qui est un budget en soi maintenant, qui est l'équivalent de l'éducation nationale. Je crois que c'est 64 milliards cette année. Et pendant ce temps-là, les charges de fonctionnement pour faire tourner la machine administrative ont augmenté de 24%. Bon. Je dis la France est structurellement appauvrie. Les Français sont structurellement appauvris. Et on peut prendre une métaphore que je connais bien pour l'avoir vécue. Pendant les 30 Glorieuses, le pouvoir d'achat doublait tous les 15 ans. Depuis les 30 Piteuses, pour parler comme Nicolas Bavrez, le pouvoir d'achat double tous les 80 ans. En d'autres termes, le pouvoir d'achat stagne ou régresse. En ce moment, il régresse, comme Marine l'a fait remarquer dans le reportage. Alors, vous me direz, c'est bien gentil tout ça, mais alors vous avez une solution? Oui. La solution, c'est de baisser les taxes et les impôts. Ça suppose qu'on sorte de l'Union européenne, puisque l'Union européenne nous interdit de baisser la TVA. Les Espagnols le savent. Ils ont essayé, ils ont été immédiatement repris par la Commission de Bruxelles. Mais bon, on peut dire à Bruxelles, mêle-toi de tes oignons, l'impératrice de la norme. On est chez nous. Donc, baisser la TVA. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais attendez, Philippe de Villiers, vous baissez la TVA, mais ça veut dire que vous amputez le budget de l'État et c'est pas une manière de desserrer le nœud coulant. Je réponds, bien sûr, vous avez raison. Pour pouvoir baisser les taxes et les impôts, c'est-à-dire rendre du pouvoir d'achat aux Français, il faut faire baisser les prélèvements, qui sont aujourd'hui de 47%. C'est du jamais vu, c'est l'Union soviétique. Et pour les faire baisser, il faut donc couper dans les dépenses. Et là, je voudrais m'offusquer devant vous et en appeler à tous les téléspectateurs auditeurs. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment? Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. C'est dire à quel point la classe politique, la classe médiatique dans son ensemble a l'esprit obscurci et est dans la soumission. Hier, à Chypre, a été décidée la subvention pour l'Ukraine, 90 milliards d'euros. On nous parle de prêt, on sait très bien qu'il ne sera jamais remboursé. Ce n'est pas l'Ukraine qui va le rembourser, ce n'est pas la Russie qui va le rembourser. Et ça veut dire que pour les Français, c'est 17 milliards d'euros à débourser. C'est-à-dire qu'hier, pendant que Marine se plaignait en larmes parce qu'elle est au centime près, on a accordé 17 milliards d'euros à l'Ukraine. Nos hommes politiques, toutes tendances confondues, je dis bien toutes tendances confondues, ils sont d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on aide les Ukrainiens avec 90 milliards, l'Europe, et pendant ce temps-là, nous, on crève.
Deuxième source d'étonnement. Là encore, personne n'en parle. Personne. Je me suis penché sur le chiffre de la contribution nette de la France à l'Union européenne. Parce que souvent, on entend les journalistes, les hommes politiques dire « Oui, mais attendez, il faut voir ce qu'on reçoit de l'Europe. » Ah oui, d'accord, ok. Alors maintenant, je vous donne les chiffres. Et je mets au défi quiconque de contester ce que je vais dire. Cette année, on donne 28,8 milliards à l'Union européenne. Et on reçoit 15 milliards. Donc la différence, vous faites la soustraction, c'est 13,8 milliards. En d'autres termes, on pourrait très bien dire à l'Union européenne, bon écoutez, arrêtez vos gaspillages, on reprend 13 milliards 8, puisque on vous donne une contribution brute et nette, point. Vous n'allez pas en plus nous prendre de l'argent pour aller où? Pour aller transférer nos usines en Pologne ou en Tchéquie, ou pour donner de l'argent à l'Ukraine. Donc deuxièmement, alors ça on peut le faire tout de suite. Ça. On récupère 13 milliards 8, avec ça on peut passer un été tranquille en carburant. Mais c'est pas fini. Je cherche moi des dépenses qu'on peut récupérer immédiatement. Il y en a une, on privatise l'audiovisuel public. Ce sera l'enjeu de la décision de lundi prochain, avec la publication du rapport. La privatisation de l'audiovisuel public, je sais ce que c'est. Quand j'étais secrétaire d'État, j'étais dans l'équipe avec Léotard-Madelin où on a privatisé TF1. Bon, ça n'a pas pris longtemps, hein. C'est un appel d'offres, ça prend pas de temps, et ensuite l'argent rentre. Hein. 4 milliards. Bon. Ensuite, les agences. Alors, si on coupe les agences, ça va grincer, ça va couiner. Les agences, ce sont des démembrements de l'État. Il y en a une, par exemple, qui a toute mon affection et la vôtre, parce qu'on en a déjà parlé, c'est l'ADEME. Est-ce que vous vous souvenez que l'ADEME avait fait une recommandation il y a 2 ans, dont on avait parlé, pour changer de slip? Vous vous souvenez? Non, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient dit qu'il faut changer de slip tous les 6 mois. Non, pas tous les 6 mois, mais on n'était pas loin de tous les... Oui. Voilà. Et il y avait des restrictions pour éviter de faire ces lessives. Oui. Recommandations. Il fallait une rotation du sous-vêtement qui soit adaptée à un appauvrissement du pays. Bon. Et là, est-ce que vous pouvez, au top que je vais vous donner, envoyer une image, parce que sinon les gens ne vont pas me croire. L'ADEME, donc c'est une agence d'État sur l'environnement. Il y a des dizaines de fonctionnaires qui sont payés, surpayés pour la sensibilité écologique. L'ADEME, bon, c'est nous qui payons, nous les contribuables. Et l'ADEME, là, vient de lancer une campagne à Nantes qui s'appelle « Plante ton slip ». Et je suis sérieux, est-ce que vous pouvez balancer l'image? Je demande ça depuis tout à l'heure en régie. Est-ce qu'on peut montrer? Oui, alors, donc, Plante ton slip, c'est une campagne. La ville plante des slips dans des parcs au service de la biodiversité. Mais il y a une image, normalement. Et on va la diffuser. Il doit y avoir un souci en régie, mais vous inquiétez pas. Ah, il y a un problème en régie? Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. Oui, non, parce que sinon, les gens ne vont pas nous croire. Donc, je vous assure qu'on verra l'image avant la fin de l'émission, on vous croira, ne vous inquiétez pas. Ils sont en stage, non? Il va partir en régie. Vous voulez aller en régie, faire un petit tour? Non, ça peut arriver. Non, mais parce que c'est très parlant. Donc, en fait, donc, le maire de Nantes, Madame Roland, c'est pas la chanson de Roland, hein, elle demande aux habitants de planter leur slip au jardin je sais plus, dans un jardin public. Et dans 2 mois, on va retirer les slips pour montrer qu'ils sont sensibles à la sensibilité, à je sais pas quoi, aux microbes, etc. Voilà. Mais non, mais attends, c'est la nef des fous. Voilà. Bon, alors ensuite, c'est pas fini. Il
il y a un autre sujet que personne n'aborde sur aucune chaîne. C'est les pompes aspirantes de l'immigration. Parce que là aussi, on peut récupérer de l'argent tout de suite. Il suffit de couper les pompes aspirantes. Bon, par exemple, ce qu'avait proposé Sarah Knafo, elle a fait le calcul, ancien membre de la Cour des comptes, et connaît son sujet. Si vous réservez du jour au lendemain les prestations sociales non contributives aux citoyens français, vous faites une économie de 14 milliards. Si vous arrêtez l'aide au développement, l'aide à l'Algérie, etc., tous les pays qui refusent de prendre leurs EQTF, vous faites une économie de 7 à 10 milliards. Si vous arrêtez la politique de la ville, qui est en fait une politique d'immigration compensatoire, 7 milliards. Si vous arrêtez l'AME, 1,3 milliard. L'AME, c'est l'aide médicale d'État pour les clandestins. Sachant qu'il y a énormément de Français, et j'en connais tout près de chez moi, qui ne peuvent plus se soigner. Ils n'ont plus les moyens de se soigner. Ils n'ont pas de couverture. Et on couvre les clandestins. Et on leur permet de venir se faire soigner et se faire installer des prothèses avec des oreilles artificielles, etc. Bon, j'ai vu ça dans la presse cette semaine. Et enfin, l'hébergement. Est-ce que vous vous rendez compte que la France héberge à ses frais les clandestins pendant des mois? Elle les héberge dans des hôtels. Et donc, ils sont blanchis, nourris, logés. Voilà. Alors, je m'arrête là, mais simplement pour dire aux hommes politiques et aux journalistes, vous ne faites pas votre métier. Vous avez la trouille. Parce que, en fait, tout le monde se maintient dans un ordre d'apparence. Vous voyez, tout le monde a peur, en fait. Tout le monde a peur des gilets jaunes, mais c'est pire que les gilets jaunes, ce qui va se passer. C'est un soulèvement, si on continue comme ça. Parce que, malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui tirent la sonnette d'alarme comme moi, mais les gens, ils réfléchissent, ils voient bien la différence, ils voient bien ce qui est en train de se passer. Et je vais vous dire ce qui est en train de se passer, Elliot Geoffroy. Il y a une grande partie des Français qui voient son train de vie fixé par l'État. Vous avez 18 millions de retraités en France, 4 millions d'allocataires de minima sociaux. Vous avez 2 600 000 allocataires du chômage et vous avez 6 millions de fonctionnaires. Vous calculez, ça fait 52% des Français qui vivent éloignés de la société, de l'économie de marché et qui vivent de l'économie administrée. Voilà, tout est dit. On va parler de la présidentielle à présent, Philippe de Villiers. Nous sommes à un an, presque jour pour jour, de l'élection présidentielle. Les candidatures se multiplient, mais pour l'instant, on parle plus de pipolisation que de programme ou de projet. Nos confrères de Frontières ont pu relayer un graphique, une infographie de tous les candidats possibles ou déjà déclarés. Regardez, ça fait du monde. C'est Clément Mackie sur les réseaux sociaux, qui est un journaliste qui fait très attention à tous les sondages. Bon, il y a du monde. J'ai cherché sur les 36... bon, je n'ai pas vu votre visage, en fait, de Villiers. Mais en tous les cas, quand on en voit autant, ça donne le tournis. Revenons aux choses sérieuses, parce qu'on est quasiment un an, jour pour jour, de la présidentielle. Geoffroy Lejeune. Et oui, cher Philippe, si on prend un peu de hauteur, quels sont, selon vous, les véritables enjeux de la prochaine élection présidentielle, qui sera sans doute très importante pour le pays? Alors, c'est une question délicate à laquelle je vais essayer de répondre en me mettant à la bonne hauteur, parce que vous allez voir pulluler, derrière toutes les binettes qu'on vient de voir, vous allez voir pulluler des programmes, des projets, en fait, qui sont du domaine de l'épicerie. Et qui consistent, en fait, à regarder le blessé au bord de la route qui est dans le fossé, qui fait une hémorragie cérébrale, et à lui donner des cachets d'aspirine. Un petit peu de paracétamol, non mais évidemment le type ne peut pas s'en tirer. Donc là, on est sur quelque chose de très grave, sur une situation gravissime. J'ai souvent dit ici, le pronostic vital de la France est engagé. Donc, il faut faire 3 choses. 3 enjeux. Premier enjeu,
il faut changer de modèle économique. Deuxième enjeu, il faut rapatrier la souveraineté, sinon on est mort. Troisième enjeu, il faut renouer avec la personnalité française. Alors, changer de modèle économique, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque mot pèse lourd dans mon esprit. En fait, depuis 50 ans, les petits hommes gris de l'État profond, qui commandent tout, ont imposé à toutes les majorités politiques successives de droite et de gauche un nouveau modèle économique, un New Deal à la française, qui est établi sur deux paradigmes. Le premier, c'est l'extension indéfinie de la sphère publique et de la dépense improductive. Et le deuxième, c'est le primat accordé à la consommation sur la production comme moteur de la croissance. Ce nouveau modèle économique a porté du fruit, comme la nuée porte l'orage, comme dirait Marx. Et le fruit, c'est évidemment la spirale de l'endettement, de la désertification, de la désindustrialisation, de la métropolisation, que sais-je encore. Donc il faut changer ce modèle, il faut le renverser. C'est-à-dire qu'il faut passer du primat de la consommation au primat de la production, tourner la société vers l'entrepreneur et non pas vers l'assisté. Passer de l'assistanat à l'artisanat. Avoir une économie productive, c'est-à-dire créer de la richesse avant de la redistribuer. Et si on fait cela, alors on fera baisser les prélèvements. Et si on fait baisser les prélèvements, on retrouve une situation qui n'est plus celle du collectivisme dans lequel on vit, mais celle d'une société de liberté, une société de liberté économique. Je vous raconte une anecdote que j'ai déjà racontée. Je dis ça parce que sinon il y a des gens qui vont dire « Ah, il radote ». Mais elle a son importance. Quand j'étais sous-préfet de Vendôme, jeune sous-préfet de Vendôme, j'étais en relation avec le président de la République, qui était un de mes administrés, au château de Hoton. Et j'allais à Hoton de temps en temps. Et un jour, il m'a fait un cours d'économie qui était passionnant. Il m'a dit, vous savez, du temps du général de Gaulle, on était à 35 de prélèvements obligatoires. Moi, avec la crise pétrolière, je n'ai pas pu faire autrement que de creuser le premier déficit, mais j'estime que il faut que la France revienne à moins de 40% de prélèvements. Sinon, ça devient un pays collectiviste. Ça m'avait marqué. Et finalement, quand Mitterrand a quitté le pouvoir, on était à 43, etc., etc. Et avec Macron le banquier, Macron le flûtiste du Titanic, on est à 47. Et donc, il n'y a pas l'équivalent dans le monde. Il n'y a pas l'équivalent dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, quand un salarié touche 50, l'entreprise, elle donne 100 à l'État. Bon, donc c'est plus possible, c'est plus jouable. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Changer de modèle économique, renverser le modèle économique, passer de la consommation à la production. Deuxième enjeu, dont personne ne parle, oh là là, rapatrier la souveraineté. La souveraineté, c'est l'exercice d'une puissance qui ne relève d'aucune autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être très concret. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à vivre avec Schengen qui plombe notre sécurité, notre immigration. Qu'on fait à l'Espagne, ils arrivent chez nous. Les immigrés régularisés en Espagne. Aucun homme politique ne remet en cause Schengen. Ensuite, on ne peut plus continuer à vivre avec le pacte vert qui démolit notre industrie, notre croissance, nos entreprises. Le fameux Green Deal. Ensuite, on ne peut plus continuer à vivre avec le marché européen de l'électricité qui nous plombe, qui plombe les budgets familiaux et qui plombe les artisans et les commerçants. On ne peut plus continuer à vivre
avec ces cours suprêmes qui nous infligent une jurisprudence, je pense à toutes les cours suprêmes, y compris la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous impose une jurisprudence, par exemple, qui nous oblige, qui nous sanctionne si on ne fait pas les ZFE, vous allez voir, ça va venir, qui nous sanctionne si on baisse la TVA, etc., etc., mais surtout, qui nous inflige cette jurisprudence avec la préférence du coupable sur la victime et de l'étranger sur le national. Parce que c'est ça, les cours suprêmes aujourd'hui. Et donc, rapatrier la souveraineté, c'est-à-dire, en fait, sortir des dépendances aliénantes. L'OTAN, la Cour européenne des droits de l'homme, l'Union européenne, retrouver l'indépendance. C'est par l'indépendance qu'on pourra répondre à tous les souhaits des Français. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques, entre eux, je sais ce dont ils parlent, ils disent « tu sais bien qu'on ne peut pas ». Alors qu'est-ce qu'on dit ? Et Maud Brejon, tu dis quoi ? On va dire qu'on va y arriver, qu'on va faire des aides, parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Donc tout ça, c'est un gigantesque mensonge, une gigantesque dissimulation. Il faut que les Français m'entendent. Une gigantesque dissimulation. Ils n'osent pas vous dire qu'ils n'ont plus le pouvoir. Ils l'ont transféré, le pouvoir. La souveraineté, disait De Gaulle, elle est inaliénable. Ils l'ont aliénée. Et enfin, troisièmement, la personnalité française. Un art de vivre, une mémoire, une civilisation. Ça veut dire qu'il faut arrêter l'immigration, mais il faut faire plus que ça. Il faut faire la remigration. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Il y a les Français de désir, ceux-là, ils veulent rester. Ils nous regardent d'ailleurs, beaucoup. Et ils disent, on voudrait vous ressembler. Mais pour ça, il faudrait que vous ayez donné envie de vous ressembler. Les Français de désir, je les accueille dans mon cœur. Mais les autres, ceux qui nous dénigrent, ceux qui nous crachent dessus, il faut qu'ils partent. La remigration, ça existe. Il faut un plan de remigration. Ensuite, il faut une politique nataliste. Parce qu'il n'y aura pas de problème d'immigration s'il y a une démographie qui répond aux problèmes. Mais si par contre, on continue à vivre avec un collapsus démographique, l'immigration est inéluctable. Elle est compensatoire. Et les gens réclament l'immigration pour payer les retraites. Et enfin et surtout, il faut franciser la France, refranciser la France. L'expression n'est pas de moi. Elle est de Édouard Herriot. Je dis ça parce que sinon, LFI va dire « Ah là là, Philippe de Villiers, l'extrême droite ». Non, franciser. Alors, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la France, vous êtes d'extrême droite. J'aime la France. Oh là là, oh, extrême droite. Facho. Voilà. Et donc, non, pas facho. Fasciser, c'est le contraire de tout ce que moi je pense, ce contre quoi toute ma famille s'est battue. Alors vous arrêtez maintenant. Vous nous laissez parler de la France, vous nous laissez aimer la France et vous nous laissez dire qu'il faut refranciser la France. Oui, Édouard Herriot avait raison au moment du Front populaire. Il faut refranciser la France aujourd'hui plus que jamais. Il faut refranciser l'espace public. Il faut refranciser la culture. Il faut refranciser l'école et il faut refranciser les âmes. Philippe de Villiers, dans un instant, il nous reste 25 minutes, nous parlerons du populisme. Mais chose promise, chose due, et vous n'étiez pas un menteur, Philippe de Villiers, parce que vous imaginez, les téléspectateurs, on parle de l'ADEME, cette agence, merci. Cette agence qui coûte un pognon de dingue et qui propose donc un vaste plan avec la ville de Nantes sur les slips. Regardez cette image qui était absolument folle, c'est vrai. Pourquoi 29 slips seront enterrés à Nantes et on voit donc la mobilisation qui était faite pour aujourd'hui, cette semaine, enterrer des slips. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Il nous reste 20 minutes. Vous savez que la classe médiatique trouve ça... Ah bah c'est formidable. Ah bah oui, mais attendez, je ne vais pas attaquer ça, sinon j'ai l'ARCOM sur le dos, moi. Hein. Et vous savez qu'ils ont un slogan, sauver les slips pour sauver la planète. On est haut de gamme. Ça va être un des sujets de la présidentielle, j'imagine. Peut-être un turning point. On pourrait demander à M. Attal de discuter ça avec M. Retailleau. Ou à M. Philippe. Alors, tu plantes ton slip ou pas, ou à M. Édouard Philippe, pourquoi